Pendant mon enquête sur Monsanto, eh bien, régulièrement, j'avais 3 questions qui me venaient à l'esprit. La première, c'est est-ce que Monsanto est une exception? Just a bad apple, comme on dit en anglais, simplement une brebis galeuse dans un troupeau industriel qui, par ailleurs, est au-dessus de tout soupçon. Deuxièmement, comment sont réglementés les produits chimiques qui ont envahi notre environnement? 100 000, dit-on, après la Seconde Guerre mondiale. Troisièmement, est-ce qu'il y a un lien entre l'exposition à ces produits chimiques? Alors je me suis concentrée sur ceux qui rentrent en contact, pour ne pas dire contaminent la chaîne alimentaire, les pesticides, les additifs alimentaires et les plastiques. Est-ce qu'il y a un lien entre ces produits et, je reprends le mot de l'OMS, l'épidémie, dit l'OMS, de cancer, de maladies neurodégénératives, de diabète, de troubles de la reproduction, d'obésité, de maladies auto-immunes que l'on rencontre actuellement dans les pays dits développés. Voilà, donc ce film voulait répondre à ces 3 questions. Alors, je voudrais dédier le film à la mémoire d'un agriculteur que vous allez voir dans le film, qui est mort avant-hier. Je salue la présence d'ailleurs de Paul François, un autre agriculteur que vous allez voir tout de suite. Yannick est mort donc à 45 ans d'une leucémie, après avoir été reconnu en maladie professionnelle par la Mutualité sociale agricole, en raison des pesticides qu'il a utilisés dans ses champs. Voilà. C'est bien Nicolas, ça ne va pas l'appétit? Non, non. Comment voulez-vous que ça aille? J'ai des problèmes sur la peau et sur les tendons, rétraction des tendons et sclérodermie de la peau. Sécheresse des yeux et plein d'autres problèmes. Paul François, donc, qui est donc l'un des agriculteurs de Ruffec, n'est-ce pas? Je pense que le témoignage du Pupé, pour vous les agriculteurs qui êtes concernés, oui, c'est très important, qu'il affirme aussi clairement qu'il y a 10 cancers actuellement reconnus pour lesquels on peut avoir le statut de maladie professionnelle, sans parler de Parkinson, la maladie de Charcot. La maladie de Charcot, c'est quasiment reconnu, Parkinson aussi. Mais malgré ça, je connais aujourd'hui une dizaine d'agriculteurs atteints de la maladie de Parkinson qui sont obligés de se battre pour être en reconnaissance maladie professionnelle. Et quand on parle d'une dizaine, aujourd'hui en association avec les Générations Futures, avec François qui doit être ici aussi, je peux vous dire que voilà, le 5 et 6 février, on va refaire notre rassemblement, ce que tu avais filmé l'année dernière. Oui. Il y a un an, nous étions effectivement une petite trentaine. Aujourd'hui, nous avons plus d'une centaine de contacts de gens, agriculteurs ou de familles, parce que souvent ce sont les familles, parce qu'il y a aussi des gens qui sont décédés malheureusement. Et l'omerta est en train de, enfin je dirais, cette omerta est en train de cesser et les familles d'agriculteurs et les agriculteurs eux-mêmes acceptent d'en parler. C'est très douloureux, souvent pour eux. Et c'est vrai que Yannick, que vous avez vu dans le film, voilà, je peux pas trop en parler. Mais il est décédé avec 2 filles qui sont d'une colère, je les ai eues au téléphone samedi, d'une colère après ce qui est arrivé à leur père. Juste pour que vous compreniez, c'est très difficile, c'est que Yannick, tu l'as filmé donc il y a un an. Qui a été reconnu en maladie professionnelle. Il a été reconnu en maladie professionnelle. Yannick, il y a quelques semaines à l'hôpital, malgré tout ce qu'il a subi, commençait juste à accepter que c'était ses produits, parce que même il avait été reconnu en maladie professionnelle, il n'avait pas fait la demande, c'est un peu particulier, mais bref, il commençait juste à accepter que ce soit ses produits qui l'ont empoisonné. C'est pour vous dire, comme c'est à la fois douloureux, psychologiquement c'est pas facile, voilà. Mais en tous les cas, le fait est qu'il est disparu avec 2 filles, voilà. Je préfère avoir du Pupé, je préférais décortiquer ce fameux rapport scandaleux de l'Académie des sciences et de médecine. Dans toute la presse, excusez-moi, vous êtes tous journalistes, mais tout le monde l'a repris, vraiment. Il faut lire les rapports, enfin, vraiment, et puis c'est scandaleux, c'est vraiment scandaleux. Au même moment, l'INSERM montrait dans un rapport différent d'ailleurs, heureusement, enfin, eux sortaient un peu de leur silence, et ils auraient été d'ailleurs scandalisés par ce rapport, parce que comment vous allez passer après un rapport comme ça et demander de l'argent pour faire des études épidémiologiques, oui, etc. Je voulais tordre le cou à ce rapport. D'ailleurs, dans mon livre, je tords le cou aussi, j'ai pas pu le faire ici dans le film, malheureusement, à l'étude de Dole et Pitot, qui est le fondement
l'étude de 1981, qui est, où je lui révèle que Pitot travaille, j'ai interviewé Pitot, mais Dole est mort. Dole travaillait pour Monsanto pendant 25 ans, payé clandestinement, secrètement. Il a menti sur l'amiante, il a menti sur les pesticides, il a menti sur la dioxine, il a menti sur le chlorure de vinyle, payé pour dire des mensonges, reproduits dans des journaux à comité de lecture réputés. J'ai toutes les interviews pour, ça veut pas parce qu'une étude est publiée dans une revue à comité de lecture que ça veut dire évidemment que c'est sérieux. Ce que j'ai compris, comme le dit très bien Peter Infante, c'est que la littérature scientifique est polluée par des centaines d'études faites sur mesure. Le modèle, c'est le tabac, hein. Et avant le tabac, le plomb d'ailleurs. Je retrace tout ça, toute l'histoire de ça dans le livre. Le modèle de l'intoxication, de la communication, etc., qui va inspirer ensuite tous ces fabricants de poisons, parce que moi j'appelle les choses par leur nom, c'est des poisons. Si ce n'est pas des poisons, il n'y a pas de DGA, hein. Des acrobates des taux limites. Moi, les acrobates des taux limites, ceux qui font les chiffres, la DGA, les LMR, dans les agences de réglementation, ils me font pitié. Je veux dire par là que on leur demande une tâche impossible, il y en a une qui la résume très bien. It's the best we can do. Ça veut dire que ça ne sert pas à grand-chose, mais au moins c'est mieux que rien. Hein. Et c'est même pas à eux finalement que je jette la pierre, parce que évidemment, enfin je jette la pierre entre guillemets. Hein. Ils savent très bien que ce système ne marche pas. Et le fait de les mettre devant leurs documents, parce que personne ne pense que je suis allé chercher dans la mémoire de leur ordinateur ou de leur site ces documents, et leur dire, voyez bien, eh bien, on voit les limites du système, ils finissent par le reconnaître. Et quelque part, j'ai constaté chez certains, parce qu'après on discute, quand c'est fini tout ça, hein, c'est un soulagement, parce que ça ne peut pas durer. On est dans le mensonge permanent, on est dans la manipulation permanente, on est dans l'intoxication permanente. Et c'est très fragile en même temps, parce qu'un jour, il y a une vanne qui va lâcher, et il y en a qui vont lâcher. Est-ce que c'est le bisphénol A? Est-ce que c'est l'aspartame? Parce qu'on en reparle, certains de ces produits, je ne sais pas. Mais elles vont lâcher, et parce que c'est plus défendable. On ne peut plus continuer de dire qu'il n'y a pas de lien entre tous ces produits chimiques qui sont autour de nous, y compris ceux qu'il y a dans notre assiette, et que le système de réglementation nous protège. Je pense qu'il y a un problème de conception. Tous les toxicologues que j'ai rencontrés dans les agences viennent de cette école de la dose et le poison, sont tous liés avec l'industrie chimique. Je pense que Paul est très bien placé pour en parler, hein, et dirige d'ailleurs en général les centres anti-poison, hein, n'est-ce pas? Et donc, on des liens tous. D'abord, c'est une profession en voie de disparition, la toxicologie, et ceux qui restent, ben, ils travaillent pour l'industrie. Et prêtent des services à l'AFSA, à l'EFSA, etc. Donc ça, c'est une réalité. Mais même si on ne veut pas les soupçonner d'avoir un problème de conflit d'intérêts, ou ils ont un problème mental de penser, comme le dit Linda Birnbaum, avec d'autres paramètres, et d'inclure dans ce modèle mental le problème des doses faibles et de l'effet cocktail, qui sont les deux grands défis que doivent relever très très vite les agences de réglementation pour prendre les décisions rapidement, pour qu'on arrête d'empoisonner les fœtus et les femmes enceintes. Voilà. Ça, c'est la chose qui m'a le plus touchée, parce que je suis moi-même mère de famille. Et évidemment, il y a 15 ans, quand j'étais enceinte, j'ai jamais pensé qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas que je mange, parce que... Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Le nouveau concept aux États-Unis, c'est l'origine fétale de la maladie de l'adulte. On est malade parce qu'on est contaminé in utero, par la mère. Dans beaucoup de cas, je veux dire, c'est pas tout le temps la raison, hein, évidemment. La seule réponse qu'on nous donne, c'est qu'il y a de plus en plus de fumeurs dans le milieu agricole. C'est la réponse officielle, je n'ai rien inventé. Les pesticides n'y sont pour rien. Aux agriculteurs, quand on leur dit ils vont chercher le produit dans le magasin à phyto, hein, c'est ça, c'est l'expression qu'on emploie, n'est-ce pas? On dit toujours ça. Voilà. Si vous leur dites le magasin à phyto, ça soigne les plantes, c'est pas méchant. Hein. Et si vous dites attention, comme on a vu dans les films des années 50, pesticides are poisons, c'est pas la même chose. Va chercher le poison dans le magasin, c'est pas pareil. Hein. Donc il faut arrêter d'appeler les choses avec des euphémismes qui font que tout le monde s'est retrouvé embarqué dans cette société absolument mortifère, et appeler les choses par leur nom. Moi, je pense que le changement, vous en parliez vous-même, il viendra de nous les consommateurs, parce que nous allons de plus en plus conscients qu'il faut que nous fassions attention à ce que nous mangeons et que nous nous réemparions de notre assiette. C'est au moins la première chose à faire, et que nous protégions nos enfants et nos bébés. Donc les femmes enceintes, il faut vraiment faire passer le message aux femmes enceintes, parce que ça c'est très important.
Et il y a des recommandations vraiment importantes à faire que moi jamais j'aurais imaginé un quart de seconde il y a 15 ans quand moi-même j'avais les enfants. Ça c'est une chose. J'estime que les agriculteurs, dont je suis moi-même donc fille d'agriculteur, et je l'assume et je le revendique même, ces familles d'agriculteurs sont les premières victimes de ce modèle. Ce qui n'empêche pas qu'ils ont des responsabilités, n'est-ce pas, mais ce sont les premières victimes parce qu'on leur a menti. Notre père, n'est-ce pas, quand il raconte que quand est arrivé le premier tracteur Ferguson sur notre ferme des Deux-Sèvres, qui n'est vraiment pas une région de grande production agricole, vous voyez, c'est la polyculture et l'élevage, avec les bidons d'atrazine interdits depuis 4 ans, mais qui a perturbateur endocrinien, cancérigène, qui nous a empoisonnés tous, et l'eau que nous buvons pendant 30 ou 40 ans, mon père, il dit aujourd'hui, moi je ne savais pas, comment voulez-vous qu'on imagine que ces produits étaient toxiques. Donc on ne peut pas accuser les agriculteurs d'être responsables de ce dégât, ce qui n'empêche qu'il faut arriver à les convaincre de changer de modèle. Et on arrivera à les convaincre que s'ils ont les moyens de vivre, et pour ça, c'est de soutenir la production bio. Nous, les consommateurs, nous avons le pouvoir de dire j'achète bio au maximum et j'encourage le fait que des agriculteurs fassent le pas. Il faut faire pression, continuer de faire pression sur toutes les agences de réglementation. Moi j'étais frappée, je les ai toutes vues, hein, l'AFSA, l'EFSA, la FDA, c'est pas possible. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre, excusez-moi. Mais vraiment, ce n'est pas convaincant. J'ai vu des gens sympathiques, c'est pas le problème. Mais ils voient bien que les limites du système, on ne dira jamais on s'est planté, on ne dira jamais on a empoisonné des millions de personnes, et petit à petit, on va retirer les produits sans faire de bruit, sans faire de vagues. Voilà. Je pense que c'est ça qui va se passer. Et ce qui s'est passé avec le bisphénol, ça s'est passé pendant mon tournage. C'est pour ça que j'étais en train de monter quand ça s'est passé. Voilà, on vient l'annoncer enfin, alors que 6 mois avant, il n'y a pas de problème à l'Assemblée nationale avec le bisphénol A, y compris pour les biberons. Donc il faut vraiment qu'on repense le système de réglementation et qu'on place la santé du consommateur au centre du dispositif. Et qu'on fasse réellement ce qui devrait être le principe de tout système d'évaluation, comment on dit en anglais, balance, un équilibre entre le bénéfice et le risque. Et qu'on compare santé versus santé, pas santé versus dollar.